Louis XVI, le roi martyr. Les historiens en général n'accordent au règne de Louis XVI qu'une place tout à fait injuste et laissent systématiquement dans l'ombre les bienfaits et les gloires que le royaume en a retirés. Aussi la période de 1774 à 1789 devient-elle incompréhensible alors que ce règne, s'il ne s'était achevé par la Révolution, eût été l'un des meilleurs et des plus glorieux. Tous les témoignages sont d'accord. Jamais auparavant le commerce ne fut plus florissant, ni la bourgeoisie plus riche. La prospérité était générale. La réorganisation de l'armée et la reconstitution de la marine, poursuivies sous l'impulsion personnelle du roi, avec une remarquable persévérance, permirent d'arracher à l'Angleterre le sceptre des mers, de venger le traité de Paris et d'assurer l'indépendance américaine. Grâce à ces victoires, le comte de Vergennes put reprendre la traditionnelle action pacificatrice de notre diplomatie, admirable résultat de la conduite la plus habile et la plus honnête. Jamais, peut-être, la politique royale ne s'éleva à une conception plus sûre et plus haute du rôle que devait jouer la France dans le monde. De tels résultats suffiraient à assurer la gloire d'un règne. Malheureusement, on ne peut voir que la situation financière du royaume, assurément mauvaise, mais non catastrophique, sans chercher les raisons du déficit. En stricte justice, 2 points sont à examiner. Premièrement, les causes que provoquèrent la crise financière étaient-elles normales et légitimes? Deuxièmement, la crise était-elle insoluble? Les causes sont au nombre de 4. Premièrement, la réorganisation de la marine, grâce à laquelle la France va pouvoir venger le traité de Paris. Deuxièmement, la réorganisation de l'armée qui a permis à la Révolution et à l'Empire de tenir tête victorieusement pendant 20 ans à l'Europe coalisée. On oublie trop souvent en effet que Napoléon ne se servit jamais que de l'artillerie et des fusils perfectionnés sous Louis XVI. Troisièmement, la guerre de l'indépendance américaine qui coûta fort cher à l'époque, mais dont les avantages furent infiniment plus grands puisqu'ils se firent sentir près d'un siècle et demi après. Véritable capital amassé pour l'avenir. En effet, par le traité de Versailles, la France vengeait le traité de Paris. Elle arrachait à l'Angleterre sa suprématie maritime et en proclamant l'indépendance américaine, s'assurait pour l'avenir un appui rendu possible par la fraternité d'armes des 2 peuples à l'origine même de la vie de l'un d'eux. Si les Américains sont entrés en guerre en 1917 aux côtés des Alliés, peut-être le doit-on en partie au règne de Louis XVI. Quatrièmement, les emprunts contractés par le gouvernement américain pour lui permettre de créer les organes qui constituent un État. Le roi ne réclama jamais ni capital ni intérêt, ce dont les Américains paraissent de nos jours avoir complètement perdu le souvenir. Ainsi donc, les dépenses qui provoquèrent la crise financière sont très légitimes et ne sont pas à comparer avec les avantages qu'elles ont permis de réaliser. Enfin, il apparaît que la situation n'était pas insurmontable. Nous laissons la parole à l'éminent historien qu'était M. Jacques Bainville. 2 faits vont répondre. Le déficit, d'après le compte-rendu de Brienne, était de 160 millions sur une dépense d'un demi-milliard. La France comptait alors environ 25 millions d'habitants. C'était une affaire de 6 à 7 francs par tête. D'autre part, le service des emprunts absorbait la moitié des recettes. Une proportion semblable a semblé excessive et irrémédiable jusqu'au jour où nos budgets d'après-guerre ont montré une proportion encore plus forte. On ne peut donc pas dire que la situation fut désespérée. La Révolution n'avait pas de raison d'être. Jamais le roi ne fut plus passionné pour le bonheur de son peuple que Louis XVI. Depuis 2 heures, dit-il à Malherbe, je recherche en ma mémoire si durant le cours de mon règne, j'ai donné volontairement à mes sujets quelques justes motifs de plainte contre moi. Eh bien, je vous le jure comme un homme qui va paraître devant Dieu,
J'ai constamment voulu le bonheur de mon peuple, et je n'ai pas fait un seul vœu qui lui fût contraire. Jamais peuple ne fut plus ingrat envers son roi, exception faite du peuple juif à l'égard du Christ. Pourquoi la Révolution a-t-elle eu lieu? Comment a-t-elle pu être préparée et par qui? C'est ce que nous verrons dans un prochain ouvrage. Dès maintenant, nous dirons que l'une des principales causes est le relèvement maritime de la France. En effet, en 1762, Lord Chatham s'écrie que les ministres de Sa Majesté n'oublient jamais le principe directeur de toute notre politique. La seule chose que l'Angleterre ait à craindre ici-bas, c'est de voir la France devenir une puissance maritime, commerciale et coloniale. Ce fut précisément l'œuvre de Louis XVI. Le roi, en effet, arracha à l'Angleterre le sceptre des mers, et grâce à son appui, les insurgés d'Amérique purent secouer le joug anglais. En 1789, la France possède 71 vaisseaux de ligne, 64 frégates, 45 corvettes, 35 gabarres, soit 272 unités navales munies des derniers perfectionnements, 80 000 officiers et marins. Le grand corps fondé par Suffren compte les plus beaux noms. Les arsenaux travaillent jour et nuit. Nous avons 3 grands ports militaires et 6 petits. Louis XVI veut créer un port formidable en face de Portsmouth, Cherbourg. Les cartes marines sont refaites d'après les expéditions envoyées à cet effet dans les diverses parties du monde, etc. Notre état-major a un tel renom que Catherine II, les rois de Naples, de Suède, de Danemark, sollicitent et obtiennent de Louis XVI que nos officiers aillent instruire leurs équipages. On comprend dès lors ce cri d'angoisse et de haine de Lord Chatham aux communes. La gloire de l'Angleterre est passée. Elle faisait hier la loi aux autres. Aujourd'hui, elle doit subir. L'Angleterre ne parviendra jamais à la suprématie des mers tant que la dynastie des Bourbons existera. L'Angleterre va se venger. 8 ans après nos victoires, la Révolution commence. Elle ouvre l'ère de la débâcle. 9 ans après la prise de la Bastille, il ne reste plus rien de notre marine. Aboukir, Trafalgar. Depuis lors, nous n'avons jamais pu nous relever. L'Angleterre avait bien vu que quiconque a la maîtrise des mers possède en même temps celle du monde. Mais on se ferait une idée incomplète du but qu'elle a poursuivi dans la Révolution de 1789, si on n'y voyait pas un des épisodes de la lutte géante qui se livre depuis l'origine du monde, celle du mal contre le bien, de Satan contre Dieu. En fait, l'Angleterre veut sans doute affaiblir la France, mais exécutrice des secrets desseins des loges, elle poursuit la fille aînée de l'Église et son but suprême est d'abaisser Rome. La maçonnerie sent bien que pour assurer son hégémonie mondiale, le catholicisme lui barre la route. Il lui faut tout d'abord abattre le roi très chrétien pour rendre la France impuissante et ainsi désarmer le pape. C'est l'Angleterre, en effet, que Satan a choisi à ce moment pour exécuter ses desseins. Son splendide isolement la met à l'abri des incursions de ses voisins. Son anticatholicisme farouche est un élément indispensable. Ces colonies lui permettent d'étendre son action sur le monde entier. En 1717, à Londres, se réunissent les délégués de toutes les sectes secrètes, kabbalistes juifs, alchimistes, Rose-Croix, débris des Templiers, etc. Le gouvernement anglais, gagné au projet criminel de la judéo-maçonnerie, fonde dans toute l'Europe, entre 1725 et 1750, les loges où se préparera le travail secret destiné à saper les gouvernements qui doivent être renversés et à diriger les autres dans le sens voulu par la secte. La langue française étant la plus universellement répandue,
va servir de canal pour pervertir les élites dans le monde. Les francs-maçons, Voltaire, d'Alembert, Diderot, etc., tout imprégnés des doctrines sataniques, composent l'encyclopédie. Leur travail de trahison leur est grassement payé par les rois d'Angleterre et de Prusse, qui sont trop heureux de détruire la monarchie française. Voltaire, qui félicite Frédéric II de sa victoire de Rochbach sur les Français, recommande à ses collaborateurs « Mentez, mentez sans cesse, il en restera toujours quelque chose. » Et il se vante d'écraser l'infâme, et pour lui, l'infâme, c'est Dieu. Diderot, de son côté, écrit en 1768 « Le genre humain ne sera heureux que quand on aura étranglé le dernier roi avec les boyaux du dernier prêtre. » Enfin, un futur conventionnel, Mercier, dans un ouvrage aujourd'hui introuvable, l'an 2440, écrit dans le chapitre intitulé « Pas si éloigné qu'on le pense », la souveraineté absolue est abolie par les États généraux, la monarchie n'est plus, la Bastille est renversée, les monastères sont abolis, les moines mariés, le divorce permis, le pape dépossédé de ses États. Ô Rome, que je te hais! Ainsi, dès la fin du règne de Louis XV, toute la révolution est annoncée. Quand Louis XVI monte sur le trône, la maçonnerie, par l'intermédiaire de Turgot, cherche à dissuader le roi de se faire sacrer afin de séculariser la royauté chrétienne. N'ayant pu y parvenir, elle fait afficher sur les murs de Reims, le jour du sacre, la menace suivante « Sacrer le 11, massacrer le 12 ». Et d'Alembert écrit au roi de Prusse son dépit de voir que la philosophie n'est pas encore assez puissante pour empêcher cette cérémonie. La secte redouble d'efforts pour décerveler les esprits, elle fonde partout des sociétés de lecture et de pensée, et fait imprimer à Londres d'innombrables pamphlets et libellés contre la religion et la royauté, que ses affiliés distribuent secrètement jusque dans les campagnes. Elle pousse dans les postes les plus importants ces créatures, après la mort du cardinal de Fleury, qui avait vu clair dans son jeu. Bientôt de nombreux ministres font partie des loges, le clergé et jusqu'à des évêques sont affiliés. La censure des livres est dirigée par un initié et pour se procurer des fonds, la secte réussit à faire nommer à la garde du trésor royal l'un de ses chefs, Savalette de Lange. Dès 1781, le père Beauregard à Notre-Dame s'écrie, dévoilant 12 ans à l'avance le culte de la déesse Raison, et la profanation dont la basilique sera l'objet. Oui, c'est au roi et à la religion que les philosophes en veulent. La hache et le marteau sont dans leurs mains. Ils n'attendent que l'instant favorable pour le renverser, le trône et l'autel. Et toi, divinité infâme du paganisme, impudique Vénus, tu viens ici même prendre audacieusement la place du Dieu vivant. Les convents de Wilhelmsbad en 1782 et de Francfort en 1786 décrètent l'assassinat de Louis XVI, si bien qu'en 1789, lors de l'entrée du roi aux États généraux, Mirabeau, l'un des initiés, désignant Louis XVI du doigt, dira tout haut « Voilà la victime ». Au retour du convent de Francfort, le comte de Virieu, enfin désabusé, dira « Je ne vous révélerai pas ce qui s'est passé. Ce que je puis seulement vous dire, c'est que tout ceci est autrement sérieux que vous ne pensez. La conspiration est si bien ourdie qu'elle sera, pour ainsi dire, impossible à la monarchie et à l'Église d'y échapper. » Et il se retira aussitôt de la secte dès qu'il vit qu'elle poursuivait la ruine de la religion, le déshonneur de la reine et la mort du roi.